Juste 30 secondes, une minute. Ouais. Si. Mais on commence à 35, non? Ou... Moi, je suis prête à commencer, mais... Est-ce qu'on attend d'autres personnes? Pierre-Yves doit parler ou... Pierre, il ne fait pas être là. D'accord. J'enregistre, donc du coup... Ah, mais attends, je sais. Bonjour tout le monde. Je sais où est ton problème. Bonjour Boris. Bonjour, bonjour. Facile. Tu vas voir ton petit FPH. La définition d'entraînement. Vous voulez qu'on commence du coup? Enfin, moi, je suis pour, oui. hein, on y va. Allez, ok. 3, 2, 1. Vas-y. Bon, on est content d'accueillir Adrien. Alors, tu es à New York là en ce moment en postdoc. Avant ça, donc tu as fait l'ENS et tu as passé la grecque de mécanique. Puis tu as fait ta thèse au PMMH en granulaire. Et ensuite, donc, tu es parti en postdoc à New York. Alors, j'ai du mal à... Ça s'appelle le centre de la matière molle, c'est ça? Oui, tu voilà. nous rediras. Oui. Et je m'arrête là parce que tu vas nous présenter les travaux, j'imagine que tu as fait là-bas. Et tu souhaites candidater au poste de maître de conf ici. Voilà, la parole est à toi. Ok, merci. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir décalé vos emplois du temps pour faire ce séminaire, que ça soit possible pour moi. Donc, comme l'a dit Stéphanie, je vais vous présenter aujourd'hui des travaux que j'ai fait pendant mes 3 ans et demi, 3 ans de postdoc à NYU, dans le groupe de Jasna Brujic. Et je vais en premier lieu quand même vous dire d'où je viens en termes de sciences et donc vous parler un petit peu de ce que j'ai fait en thèse. Donc ma thèse s'intitulait Straggling the Jamming Transition, Non-Local Rheology and Acoustic in Dry Granular Media. Je l'ai faite sous la direction de Bruno Andreotti et d'Éric Clément. En fait, il y avait 2 pans à cette thèse qui étaient de part et d'autre, donc comme l'indique le titre, de part et d'autre de la transition de jamming dans un granulaire. Et on voit que dans le régime fluide, on peut faire une rhéologie. Et en fait, il y a des effets à distance qui font qu'il y a une fluidité qui se communique à tout l'échantillon de granulaire quand on commence à créer un cisaillement local. Et il y a une autre partie qui est dans la phase bloquée. Et en fait, on voit que si on atteint la transition de jamming, ou plutôt de unjamming, de déblocage dans le granulaire, on a des propriétés mécaniques qui sont particulières, et notamment un affaiblissement du module élastique en cisaillement qui est beaucoup plus rapide que celui en compression. Donc, je vais vous présenter ces travaux qui étaient faits donc au PMMH, à l'ESPCI, en partenariat avec le CNES et bien sûr l'UPMC. Donc, pour la partie écoulement, j'ai fait des simulations de dynamique moléculaire sur plan incliné. Et en fait, là, dans ce travail, il s'agissait de bien définir quelle était la condition au niveau de la surface libre. Pour la partie plus non locale à proprement parler, j'avais fait un travail expérimental qui consistait à avoir un canal étroit de grains. On filmait sur le côté. Et donc, on avait donc, je lance le film, voilà, on avait un écoulement. Et en fait, la rhéologie dite locale, qui ne tient compte des contraintes que localement, donc, prédit une épaisseur de grain qui coule, qui est finie. En fait, si on regarde, je sais, allez, voilà. Si on regarde le film sur différents laps de temps, alors je pense que ça se voit mieux sur ces screenshots. Donc là, j'ai fait des moyennes de mes films qui sont sur des temps de pause plus ou moins longs. On voit qu'en fait, il est très délicat de définir une profondeur donnée. Et donc, en fait, on voit que sous cette hauteur théorique de grains qui coulent,
en fait, on a quand même un régime qu'on dit de creep, donc un régime où la fluidité des couches supérieures est communiquée en profondeur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'écoulement du dessus. Là, on voit qu'il était relativement plat, donc ça, c'est sujet à débat, mais l'hypothèse qu'on avait faite, c'était que c'était ce qu'on appelle un écoulement en bouchon, c'est-à-dire un profil de vitesse plat. Donc, voici plusieurs couleurs pour différents débits. Et sur le côté, donc là, c'est en échelle log, hein, donc on a la vitesse et la profondeur en Z. Et on voit que la rhéologie locale, donc qui prédit une hauteur de grain fini qui coule, elle ne suit pas du tout ce régime en fond ici. Et donc, tous les travaux qu'on avait faits, notamment avec Mehdi Bouzid, qu'on avait décrit dans une review, c'était de pouvoir décrire justement ces écoulements en profondeur pour des grains durs, grâce à une rhéologie qui est non locale. Donc, là, c'était dans le régime d'écoulement. Et dans le régime phase bloquée, ce qu'on voulait faire, c'était justement être dans un état bloqué de grains et décompresser les contacts pour arriver au déblocage du milieu. Et en fait, on voit que si on prend un récipient, comme ici, la petite cellule ici, là, si on met des grains dessus, eh bien, sur Terre, la gravité impose une pression donnée dans le système. Donc, on ne peut pas décompresser le matériau. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les grains en apesanteur par les vols paraboliques. Et on a donc pu imposer avec une platine de compression au-dessus. Donc, voici le setup. Hein. C'est un setup assez élaboré. Et on a pu donc contrôler la pression qu'on mettait. Avec la difficulté technique que, bien sûr, il y a de la turbulence lors du vol, il y a des erreurs de pilotage, etc. Donc, il y a un G, une gravité rémanente. Et du coup, par moment, cette plaque vibrante qui nous permettait de sonder le milieu pouvait se décoller des grains. Et donc, il fallait ajuster la force en conséquence de ce G rémanent. Et donc, la manip, là, consistait à avoir un milieu granulaire et le sonder en envoyant un paquet d'ondes depuis une source jusqu'à un récepteur. Et donc, on mesurait des vitesses de propagation pour en déduire les propriétés acoustiques. Donc ici, c'est une vue de la CAO du système. Donc, on avait une enceinte ici, avec 2 platines de compression qui nous permettaient un ajustement plus ou moins fin. Donc, vous voyez en bleu, donc ça, c'est le G qu'on mesure dans l'avion. En Z, c'est le déplacement qui est en fonction de ce G. Et en fait, P, ici, c'est la pression qu'on ajustait au niveau de la plaque. Donc, avec ça, on est arrivé à des pressions de confinement qui étaient jusqu'à 10 pascal. Donc, c'est vraiment très, très faible. Et donc, on espérait comme ça rejoindre le déblocage du système. Et donc, pour ce faire, on envoyait des paquets d'ondes, comme celui du dessus ici. Donc, ça, c'est l'amplitude au cours du temps. Des paquets d'ondes gaussiens et on mesurait le temps de vol, notamment. Et ce qu'on a montré, c'est que si on trace la célérité en fonction de la pression, donc, vous voyez, on est les points bleus ici. On est dans un régime dit soft shell, c'est-à-dire que on a seulement, en fait, on déforme seulement la couche mince, par opposition à ce qu'on a aux hautes pressions où on est en régime de Hertz. Et donc, on avait fait un modèle théorique qui combinait les deux de manière à pouvoir avoir une description continue entre le régime de Hertz, donc, où on déformait le cœur du grain qui était dur, et une couche molle autour. En fait, cette couche molle, après avoir fait des mesures AFM sur les grains, on avait fait donc l'hypothèse que c'était certainement dû aux aspérités, et on avait relié ça à la hauteur des aspéricées. Donc, voilà. Donc ça c'était une partie sur les granulaires. Et en fait, je m'intéresse beaucoup au milieu hétérogène et il semblait assez naturel d'aller des granulaires et de glisser vers les émulsions. Et du coup, pendant mon postdoc à NYU, j'ai travaillé sur des émulsions, donc des gouttes diluées ou plus ou moins diluées dans un milieu aqueux. Donc, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est un projet que j'ai fait avec le doctorant de mon groupe qui vient de l'école de médecine. Donc, il s'appelle Kartikeya Nargendra.
et avec Léa Friedman, qui était une stagiaire, Léa Laetitia Pontani, qui est une ancienne postdoc, qui était une ancienne postdoc dans mon labo et qui est maintenant, depuis quelques années, au laboratoire Jean Perrin. Harrison, Honing et Shapiro, qui sont des biologistes spécialistes des protéines qui travaillent à Columbia, et Jasna Grujic, qui est donc à NYU avec moi. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une émulsion donc, que vous voyez à gauche. Et à droite, en fait, c'est le pendant biologique, c'est un tissu de cellules épithéliales. Donc, vous voyez que ce qui est en vert ici, ce sont des cadérines, c'est des protéines qui sont mobilisées dans l'adhésion intercellulaire. Et donc, le but de ce projet était de contrôler, de mesurer la contribution de ces cadérines à l'adhésion. Donc, ces cadérines, ils ont un rôle crucial dans les phénomènes d'adhésion dans les tissus, notamment dans l'intégrité des tissus, le développement des tissus cellulaires. Il y a beaucoup de gens aussi qui les étudient par rapport aux questions de cancer et de propagation des cellules cancéreuses. Et bien sûr, ils interviennent dans le mécanosignaling, donc c'est-à-dire la transmission des signaux à travers le tissu. Donc ici à gauche, vous voyez une cellule avec les filaments d'actine ici qui vont vers la membrane plasmique, et ici une autre cellule. Et entre les deux, vous voyez des petits croissants ici qui sont en fait les cadérines, donc ces protéines qui sont mobilisées dans l'adhésion intercellulaire. Ce qui est intéressant avec les cadérines qu'on a utilisées, qui s'appellent des cadérines E, c'est qu'elles ont deux interactions de liaison. Une qu'on appelle trans, donc qui est normale au plan de contact, et une qui est cis, qui est en fait une interaction des différents peignes entre eux, de manière latérale. Et en fait, nos collaborateurs à Columbia ont montré que donc ils ont fait de la cristallographie de ces cadérines, et ils ont pu décrire en fait le réseau et la distance typique entre différentes molécules. Et ils ont montré, en recouvrant des liposomes avec ces cadérines, qu'on pouvait avoir, selon la souche qu'on utilisait, des structures différentes. Donc à gauche, ici, vous avez la souche wild, donc sauvage, qui a les deux interactions, trans et cis, donc normale au contact et latérale. Et vous avez une souche qui est mutante, où il y a seulement l'interaction trans. D'accord ? Et vous voyez que on devine quand même qu'il y a une structure qui se fait, donc une espèce de cristal en fait, de cadérine au niveau des pages d'adhésion, chose qu'on n'a pas, enfin en tout cas qu'on ne voit pas pour la souche mutante. Donc les questions qu'on se pose ici, elles sont les suivantes. Donc quelle est l'énergie de binding, donc de liaison due à ces cadérines? Quelle est la contribution de cette interaction cis? Et est-ce qu'il y a effectivement une transition de phase qui est induite au sein des patchs d'adhésion? Donc pour ce faire, donc on a fait des gouttes d'huile que vous voyez ici à gauche. Donc c'est des gouttes d'huile de silicone. Et en vert, là, schématisé, sont les cadérines. Et quand on a un contact, en fait, du coup, on a un recrutement de ce qu'il y a sur le périmètre vers le plan d'adhésion. Et donc, on utilise les deux souches, wild type et mutante. Donc maintenant, on peut analyser ces empilements granulaires. Donc, on a fait des stacks 3D. Et par un algorithme de FFT, on peut caractériser les gouttes, c'est-à-dire identifier leur position, leur taille, leur nombre de voisins, le nombre de contacts. Et donc quand je marque cell volume, en fait, on a fait une tessellation et on mesure la fraction volumique, par exemple, dans la cellule de Voronoi. Donc c'est comme ça qu'on a phi ici. Donc ici, je vous montre deux histogrammes en Z, donc le nombre de contacts, et en phi, la fraction volumique. Et vous voyez que... Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Juste, vous avez montré une image tout à l'heure, au tout début.
Et Oui. ça correspond déjà à la tessellation, ça, ou c'est une image parce que je ne voyais pas de gouttes, justement. Donc, et il y a 2-3 slides, vous avez montré une image Euh, avant. Avant, je Avant? Ah oui, voilà, ça, ici. Ça oui. correspond à quoi dans cette… Alors, c'est une très bonne question. En fait, ça, c'est les mêmes gouttes, mais qu'on a centrifugées. Donc, je vais y venir. En fait, elles sont centrifugées. Là, c'est juste l'image nette, enfin, sans post-traitement. Ok, d'accord, merci. Ouais. Excusez-moi. Donc là c'est une image que je vous ai montrée parce qu'on n'a pas encore compressé les gouttes. Et déjà, en fait, on voit justement que l'empilement avec le wild type, donc avec les deux interactions, est stabilisé avec moins de contacts de voisins. D'accord ? C'est-à-dire qu'en moyenne, par goutte, on stabilise l'empilement avec 5 contacts pour le wild type, alors qu'on a Z égale 6 pour le mutant. Et de même, on voit aussi qu'il y a une légère influence sur la fraction volumique, c'est-à-dire qu'on a un empilement qui est plus loose, lâche, quand on a une interaction 6 pour les cadérines. Donc ça, c'est une première différence qu'on commence à voir. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est donc l'énergie d'adhésion. Et donc là, on a repris des travaux précédents de Laetitia, qui avait fait une étude assez similaire sur un système un peu différent avec la biotine streptavidine, et où, en compressant les gouttes, on avait mesuré donc les patchs d'adhésion. En fait, en minimisant l'énergie libre, on peut arriver à avoir une expression de la binding energy en fonction de la taille des patchs, de leur densité, qu'on mesure par intensité lumineuse sur nos images, et donc la tension de surface et le rayon moyen des gouttes. Donc, on a fait la même chose. En fait, on a compressé les gouttes, on a mesuré la taille des patchs et leur intensité. Et donc maintenant, on peut tracer pour différentes concentrations de cadérine dans la solution. Et donc, sur la surface des gouttes, on a mesuré la taille des patchs en fonction de la densité, de l'intensité lumineuse des patchs, donc la densité dans les patchs. Et on peut comparer le wild type au mutant. Alors, ce qui est déjà frappant, c'est que on voit que les wild type, donc la source sauvage avec l'interaction 6, elle crée des patchs qui sont beaucoup plus grands, pour des densités qui sont à peu près équivalentes, mais avec un recrutement en termes de densité qui est plus faible. C'est-à-dire que vous voyez que pour 1 micromolaire, on a des patchs qui sont moins denses pour les interactions 6, enfin pour la souche wild type, mais en revanche, on crée des patchs plus grands. D'accord ? On observe aussi que, précédemment, je vous ai montré une formule qui nous permettait d'ajuster de mesurer la binding energy. Et en fait, on voit que les cellules wild type, enfin que les cadérines wild type n'ont pas un comportement linéaire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des effets stériques dus à cette interaction 6. Et on observe aussi qu'on a une saturation de cette densité pour les wild type qui est à peu près de 17 000 cadérines par micron au carré. Et donc là, on a mesuré l'interaction de binding sur les mutants, parce que en fait, on voit qu'on a le comportement qui est linéaire et en fait qui est parallèle au premier point pour le wild type, c'est-à-dire que l'interaction 6 ne rentre pas encore en jeu. Et ce qu'on voit, c'est que quand on commence à recruter de plus en plus de cadérines, là, on crée en fait un réseau de contacts. Et en fait, donc, quand on va le voir après, on change la structure des cadérines dans le patch et on a un cristal. Donc, on a mesuré une binding energy qui est donc due à l'interaction trans de 18 kT par molécule. Donc, si on retrace cette courbe, mais que cette fois, on n'est plus à centrifugation maximale et qu'en fait, on prend la concentration la plus grande, mais qu'on relaxe en termes de centrifugation, donc de pression de confinement dans le milieu, on voit qu'on a un effet
mécano-sensitif de l'échantillon, c'est-à-dire qu'on va créer des patchs dont la densité varie très peu finalement, tant pour le wild type que pour le mutant. En revanche, on change beaucoup la taille des patchs. Et ça nous montre qu'on a un système qui est mécano-sensitif. Et pour appuyer ce point, ici, on a tracé, du coup, on a calculé le nombre de cadérines par patch en fonction de la pression, et on voit qu'on n'a pas vraiment une différence de nombre de cadérines dans les patchs, que ce soit pour le wild type ou le mutant, mais en revanche, on a une saturation du nombre de cadérines par patch. D'accord ? Donc, ce phénomène est bien mécano-sensitif, où en fait, ce qui compte, c'est de comprimer les gouttes pour créer une interface, pour permettre à des cadérines de créer des ponts entre eux d'une goutte à l'autre. Et une fois que le système relaxe, et ce qui importe, c'est combien on en a mis en contact, d'accord, et combien ils peuvent se comprimer entre eux. Donc, pour étudier la mobilité de ces cadérines, et notamment leur recrutement, on s'est demandé quelle était leur mobilité, tant sur le périmètre que sur les patchs. Et donc ici, ce que je vous présente, ce sont des films sur lesquels on a fait une manip de frappe. Donc c'est du photo-bleaching, et on regarde donc c'est-à-dire qu'on vient brûler les molécules qui sont fluorescentes, et on regarde à quelle vitesse les molécules environnantes qui n'ont pas été brûlées diffusent dans la zone brûlée. C'est-à-dire qu'on va mesurer la recovery en intensité pour mesurer la diffusion de ces cadérines à l'interface. Donc ici, à gauche, c'est pour les patchs, c'est pour les périmètres, donc les surfaces libres. Donc vous voyez ici les zones qui ont été brûlées. Alors, c'est assez dim, assez léger, mais ici on le voit mieux, je pense. Et en fait, on voit que vers la fin, on a complètement retrouvé l'intensité lumineuse. Donc ici, on peut tracer l'intensité recovery en fonction du temps. On peut mesurer des temps caractéristiques de recovery. Donc il se trouve que nous, dans nos essais, on a mesuré 2 temps caractéristiques. Il y a 2 comportements. On n'a pas tellement d'explications pour ça. Alors c'est peut-être comment se passe le bleaching du laser, mais bon, voilà. Mais en tout cas, on mesure une diffusion qui correspond à un temps de... Alors je viens de voir que je ne l'ai pas mis là, mais c'est 10-2, 10-3 microns carrés par seconde. Et en revanche, pour les patchs, donc les zones où il y a eu adhésion, alors j'ai perdu ma souris, voilà. Donc, on vient frapper ici, vous voyez, à moitié le patch, ici aussi, et on ne recouvre pas l'intensité lumineuse, que ce soit pour le wild type ou le mutant. Donc, en conclusion, on a mesuré l'énergie de liaison. On a aussi montré que c'était un système qui était mécano-sensitif. On a observé le fait que l'interaction 6 amenait à des effets stériques et à une cristallisation, et ce qui est compatible avec les observations de nos collaborateurs à Columbia. Et on a montré que dans les patchs, que ce soit cristallisé ou bien sans l'interaction 6, les cadérines sont jam, elles sont bloquées, il n'y a pas de mobilité de ces cadérines. Une fois qu'elles sont là, elles sont liées. Donc on a une transition de phase due à l'interaction 6, et ce n'est pas vraiment ce qu'on observe dans les tissus cellulaires. Donc là, ça laisse penser qu'il y a d'autres mécanismes qui permettent d'empêcher cette cristallisation des cadérines. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on crée des interfaces qui sont beaucoup plus grandes pour le même nombre de cadérines grâce à l'interaction 6. Donc l'interaction 6, elle permet d'avoir des contacts cellulaires qui sont plus importants pour le même nombre de molécules de protéines. Donc voilà pour le premier projet. Et le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, ce sont des gouttes actives, donc, que vous voyez ici. Donc c'est des gouttes d'huile. Là, cette fois, c'est une huile, c'est du diéthylphtalate, donc du DEP. Et en fait, cette huile, elle se dissout très lentement dans l'eau. Et c'est une eau qui est savonneuse, enfin, où j'ai mis un tensioactif. Donc c'est du sodium de décylsulfate, c'est assez courant. Et on voit que donc, ces gouttes, elles se propulsent.
Donc, on n'est pas les seuls à avoir un système qui a des gouttes actives. Hein. Il y a aussi d'autres groupes, notamment ceux-là, donc avec des cristaux liquides. Le groupe d'Olivier Dauchot qui fait des émulsions inverses, c'est-à-dire que c'est des gouttes d'eau dans de l'huile. Et ici, dans notre équipe, on avait déjà mesuré des interactions. Alors là, c'était sous le seuil de nage, mais avec des gouttes actives comme ça, et on a mesuré les interactions de répulsion de ces gouttes. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter le système lui-même. Donc, c'est une goutte d'huile qui se dissout très lentement de manière isotropique dans une eau, une solution aqueuse de tensioactif. La concentration en tensioactif dans ce milieu, il est au-dessus de la CMC, donc de la concentration micellaire critique, c'est-à-dire qu'en fait, on a des monomères de micelle et on continue à en rajouter au point qu'on commence des monomères de tensioactifs, pardon, et on continue à augmenter la concentration de sorte qu'on passe à un certain seuil à partir duquel ces monomères commencent à former des micelles, donc des regroupements pour minimiser l'interaction de leur queue hydrophobique avec l'eau. Donc, on a ici des monomères et des micelles. Et on voit que la concentration au monomère dans l'eau pure, elle est égale à la CMC. Donc, ça, c'est important parce qu'en fait, cette huile, quand elle se dissout, en fait, on a mesuré par expérience de goutte pendante qu'elle change la CMC. Alors, la CMC, on la mesure en mesurant la forme de la goutte. On fait varier la concentration et on mesure la tension de surface. Et on voit qu'on a une CMC dans l'eau pure qui est à peu près de 8. Et quand on fait la même expérience dans de l'eau qui est saturée de cette huile, on a une CMC qui est aux alentours de 5. Et donc, on a un delta de CMC entre l'eau saturée et l'eau pas saturée qui est de 3 millimoles. Et ça, c'est important parce que l'huile, en fait, quand elle se dissout dans le milieu, elle nous amène à cette CMC qui est plus faible. Et donc, si le système donc, qui est à la base isotropique subit une fluctuation quelconque, il casse cette symétrie. On a une CMC à l'arrière de la goutte qui est plus faible que celle devant. Et par conséquent, on n'a plus la même concentration en monomère dans le milieu. Et cette concentration en monomère, en fait, elle est équilibrée avec l'interface localement, hein, avec l'interface de la goutte. Et par conséquent, on a un gradient de tension de surface qui est dû à un gradient de concentration en monomère à l'interface de la goutte. Et ça, en fait, ça crée un flot de Marangoni. Et en fait, ce flot de Marangoni, il induit une propulsion auto-soutenue, self-sustained, puisque plus la goutte avance, plus elle déstabilise ce gradient de dissolution et du coup, elle crée un gradient de concentration et donc de tension de surface. Donc, à partir de la compréhension de ce mécanisme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'évolution de la CMC, mais en rajoutant du sel dans le système, parce qu'on sait que la CMC, elle diminue quand on rajoute du sel. Et donc, on a pu diminuer la CMC et dans l'eau pure et dans l'eau saturée en DEP. Et donc, on a pu moduler ce delta CMC entre l'avant et l'arrière de la goutte. Et on a relié ça à la vitesse de propulsion de la goutte en fonction du sel. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut maintenant piloter la vitesse de la goutte. Ce qu'on peut aussi faire, c'est mesurer, regarder le comportement de la goutte en fonction de la concentration en tensioactif. Donc, vous voyez ici qu'on a une goutte qui est balistique à faible concentration, donc qui va presque en ligne droite. Et quand on augmente la concentration en tensioactif, on a un système qui est beaucoup plus diffusif. Donc ici, c'est l'évolution, c'est plusieurs trajectoires pour différentes concentrations. Et donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on modifie ce qu'on appelle le persistence time, le temps de persistance, taux, qui est le temps à partir duquel le vecteur vitesse n'est plus corrélé. Et ça, en fait, ce comportement où on augmente, pour ainsi dire, le fuel dans le système et où on explore de moins en moins de l'environnement, c'est assez contre-intuitif quand on pense notamment aux particules Janus, qui sont, elles, propulsées par un petit jetpack à l'arrière, là, avec de l'or, et on rajoute du peroxyde d'hydrogène. En fait, on voit que là,
si on alimente le petit jetpack en mettant plus de fuel, on explore de plus en plus l'environnement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu mesurer ce temps de persistance en fonction de la concentration, et donc on a fait l'autocorrélation de la vitesse, donc C. Donc ici, c'est la velocity correlation en fonction d'un delta t entre deux vecteurs vitesse successifs, et voilà en fonction de la concentration en tension actif. Et on peut mesurer du coup la décroissance exponentielle et le temps caractéristique qu'on reporte en fonction de la concentration. Et on voit que si on change la concentration de tension active sur une décade, on a une décroissance du temps de persistance qui fait à peu près 4 heures de grandeur. Donc, si on rajoute en quelque sorte du bruit dans le système, c'est-à-dire en mettant du tension actif, on augmente le taux de changement d'orientation du vecteur vitesse. À droite, j'ai tracé les mean square displacements, donc c'est-à-dire la surface explorée pour un laps de temps donné. Et en fait, ce que les gens font classiquement dans le domaine, c'est qu'ils regardent et ils s'attendent, notamment pour les particules browniennes, à avoir un régime qui est balistique et un régime qui est diffusif, donc avec une pente de 1. Et en fait, c'est ce qu'on trouve ici. Vous voyez que en fait, le taux, en fait, c'est le crossover entre les deux régimes, et donc que pour des concentrations très faibles, on est très balistique, donc on a une pente de 2 tout du long, et quand on augmente la concentration, en fait, on diminue le crossover vers un régime diffusif de plus en plus tôt. Okay, et en fait, ça, on peut même fitter nos courbes en écrivant l'expression du mean square displacement, et on peut fitter de manière autocohérente V0, la vitesse de propulsion, et taux. Et c'est les courbes que vous voyez ici. Et donc, on peut mesurer une diffusion effective, donc qui est égale à V0 fois T, V0 carré fois taux, et on voit que on a une diffusion effective qui est bien plus grande que ce qu'on aurait pour ces gouttes uniquement dues aux interactions browniennes, aux fluctuations browniennes. Donc, on peut dire que ce phénomène, il est actif, puisqu'on a une diffusion rotationnelle qui a un coefficient de diffusion qui est très important. Donc, pour conclure cette partie, qui a été publiée l'année dernière, on a un marangoni qui propulse les gouttes qui est dû en fait à une différence de CMC entre l'avant et l'arrière. Ces gouttes, quand elles sont relativement petites, et je vais revenir là-dessus, elles peuvent être modélisées comme des particules browniennes actives, dont la vitesse et le temps de persistance peuvent être modifiés et contrôlés indépendamment. Et on voit qu'on a donc une diffusion effective qui est bien plus importante que ce qu'on aurait juste avec les fluctuations thermiques. Donc je disais que c'était des petites gouttes parce qu'en fait on s'est aperçu que si on a des grandes gouttes, on a un comportement qui est un peu plus exotique. Alors ici c'est une photo que j'ai faite en faisant une image par fluorescence de la traînée de la goutte. Et en fait, on voit que cette goutte, elle subit une chémotaxis négative. Et donc, en fait, d'où l'intérêt de ce système, c'est qu'il est même intéressant d'un point de vue biologique, puisqu'il y a des bactéries qui réagissent au gradient thermique de l'environnement. Il y a plein de systèmes vivants qui fonctionnent comme ça, et donc on peut voir donc un phénomène ici complètement synthétique de chémotaxis ici négative. Mais il y a aussi des systèmes avec la chémotaxis positive. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait donc à NYU, donc au CSMR, et avec des collaborateurs au Courant, qui est l'Institut de maths. Et donc pour décrire cette marche aléatoire self-avoiding, donc auto-évitante, on a écrit le système suivant. Donc à gauche, c'est une expérience, et à droite, c'est les simulations qui reposent en fait sur ces équations couplées. Donc on a une première équation qui est en fait une équation de diffusion pour laquelle on a un taux, on a une source d'huile, et la deuxième équation, c'est une équation de Langevin, donc avec un terme de frottement et un bruit, auquel on a rajouté un terme de réponse au gradient de concentration. Donc c'est là que se fait la mémoire en quelque sorte, puisqu'on regarde où on est allé avant, on intègre sur les positions précédentes.
Donc ça, c'est un travail qui a été initié par Sengupta et puis aussi par une précédente postdoc et Katie et Eric, qui est un collaborateur au Courant. Donc on voit que ce modèle, il décrit bien la phénoménologie qu'on a dans la manip, donc avec une goutte qui évite la traînée d'une goutte précédente. Alors je suis désolé, hein, la goutte n'accélère pas, c'est juste les films, je ne sais pas comment ils passent pour vous. Elles sont à vitesse constante. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, ce système d'équations couplées, il se réduit à une seule équation, qui est une équation dite non markovienne, puisque là, maintenant, on intègre sur le temps. Et donc, un nouveau pas de temps dépend de tout ce qui s'est passé précédemment. Donc, il y a un effet dit mémoire. Voilà, donc on a donc cette équation-là qui dépend donc de A, qui est en gros le coefficient mémoire, et B, qui est le terme de bruit. Et à partir de là, maintenant, on peut générer des marches aléatoires auto-évitantes. Et donc l'avantage de ce système, c'est que contrairement au système de simulation de ce couple d'équations, où on devait définir un domaine d'étude et recalculer à chaque pas de temps le paysage de concentration, là, en fait, on n'a pas besoin de définir un domaine d'étude. On génère à chaque pas de temps le suivant et on peut faire des trajectoires beaucoup plus longues. Donc ici, c'est plusieurs trajectoires que j'ai générées pour différents niveaux de bruit. Donc on s'est aperçu en fait que si on se place dans le cas où la queue ne diffuse pas, D, et qu'on simplifie un peu cette exponentielle, dans le sens où on met un cut-off sur la mémoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas se souvenir de toute la traînée, on voit qu'on peut réduire en fait cette force due aux effets mémoire à une exponentielle. Et en fait, là, on se ramène au cas des particules browniennes actives. Donc, on peut même écrire un coefficient de diffusion effectif et écrire la vitesse. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On peut mesurer donc, la velocity correlation function. Et on peut mesurer une décroissance exponentielle et reporter taux, comme ici, comme on l'avait fait précédemment. Et on peut aussi tracer, pour différents niveaux de bruit, le mean square displacement. Et on voit qu'on a bien un régime balistique et un régime diffusif. Alors ici, vous allez me dire, on a un régime diffusif, oui. C'est le régime à temps très court, puisque c'est là où on a uniquement le terme de bruit, le terme mémoire n'est pas encore là. Donc ce modèle, il est cohérent avec le modèle ABP qu'on avait précédemment. Voilà. Donc maintenant, ça c'est des trajectoires d'expérience qui sont très longues, puisqu'elles elles ont une durée de l'ordre de la minute pour 2 concentrations différentes. Et on va essayer de caractériser ces effets mémoire dans l'expérience. Donc je voudrais juste replacer ça dans un contexte de physique des polymères où en général, ce que font les gens, c'est qu'ils regardent la distance end-to-end, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de la chaîne de polymères. Et les modèles les plus classiques sont le freely jointed chain. Donc là, c'est des segments qui sont libres d'évoluer comme ils veulent. Et le modèle de Kratky-Porod, où là, il y a un coût à chaque articulation entre les segments. Et ces deux systèmes, ils prévoient que la distance end-to-end, qui est en gros le pendant de mean square displacement, évolue comme le nombre, linéairement avec le nombre de segments du polymère. Si on regarde maintenant un polymère où on interdit un certain volume, qui est dû au fait que deux segments ne peuvent pas se recouvrer, donc il y a un volume exclu, ce qui serait en gros le pendant d'une marche aléatoire auto-évitante. Ici, il est prédit une évolution du mean square displacement en n puissance 2 nu, nu qui est l'exposant de Flory, et donc l'exposant ici vaudrait 3,5 dans le cas de D. Et donc on a un comportement qui est super diffusif. Donc si on regarde dans la manip, on trace le mean square displacement pour nos grandes trajectoires en fonction du temps pour différentes tailles de gouttes. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que déjà,
c'est pas tout à fait évident qu'on a une influence de la taille des gouttes. Dans un deuxième temps, on voit aussi que c'est assez délicat de dire c'est une pente 1 ou c'est une pente 3,5. Donc, moi, ce que j'ai préféré tracer, c'était le mean square displacement divisé par t puissance 3,5. Et si on avait une constante, eh bien, on aurait le régime t3,5. C'est pas vraiment ce qu'on a ici. Donc là, la question, c'est quel est l'exposant et est-ce qu'on vérifie un exposant type Flory ou bien un autre. Donc on a quelques idées par d'autres théories de marche aléatoire. Et donc ça, c'est un travail sur lequel je suis qui est en progrès. Et donc j'essaie de faire des trajectoires plus longues et des simulations qui sont plus longues de manière à avoir déjà des courbes de mean square displacement qui soient moins bruitées et de recouvrer un régime de marche aléatoire, auto-évitante, pour capturer justement l'exposant de la mean square displacement. Et en ce moment, je suis en train du coup d'essayer de faire matcher les simus avec l'expérience pour essayer de comprendre ce que c'est que le bruit, puisqu'on a dit que le bruit n'était pas brownien. Donc en conclusion, les gouttes petites, on peut les modifier, on peut faire l'hypothèse que c'est des particules browniennes actives. Quand elles sont plus grandes, on voit qu'elles ont des effets mémoire, un petit peu comme le jeu Snake là, qui existait sur Nokia dans les années 90, où on n'a pas le droit de manger sa queue. Donc, ces effets mémoire, ils mènent à un comportement super diffusif. Et on a aussi montré qu'à partir d'un couple de deux équations, on peut avoir une équation qui, elle, est non markovienne, une équation de marche aléatoire non markovienne. Et donc, c'est le premier système expérimental, en tout cas à ma connaissance, où on peut voir des effets mémoire comme ça. Donc, je voudrais remercier donc Karthikeya et Laetitia pour le système bio-inspiré, Ruben et Cathy, avec qui je travaille pour les aspects théoriques de processus non markoviens, et avec Eric, et Yasna, avec qui je travaille au CSMR, Marc et Andy, qui sont un support technique très important pour le laboratoire de chimie dans lequel je travaille, et Jérôme Bibette pour les discussions sur le mécanisme de propulsion, et le MERSEC pour le financement de mon postdoc. Et donc là, je vous laisse avec des petites images, parce que ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de regarder les effets collectifs. Et donc, on a des effets assez sympas où deux gouttes interagissent. Alors là, je pense qu'il y a des choses à faire en hydro qui seraient très intéressantes. Et aussi, ici, d'un point de vue purement mécanique, on pourrait mesurer les interactions de paires pour ces parties. Oh là là, je suis désolé, le film ne marche pas très bien. Ah, voilà. Et en fait, on voit qu'il y a une transition vers un cristal de gouttes qui est très bien ordonné, vers un cluster de gouttes actives qui restent dans le même environnement, mais qui sont plus ordonnés comme le cristal. Voilà. Donc, c'est un phénomène assez brutal. Voilà, je crois que j'ai fini. Super, merci beaucoup, Adrien. J'ai oublié de lancer mon chrono, donc je ne sais pas si non, c'est bon, tu étais parfaitement dans les temps, tu vois, j'ai même pas eu besoin de te